Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du 20 septembre 2020 pour 1h30 de direct. Donc nous serons en votre compagnie jusqu'à 10h. Alors ce matin, en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons nous intéresser à comment se déroule une bonne consultation. Donc, quelles sont les bonnes questions à poser à son médecin? Alors, qui dit été à Alger, donc parlera de la marina de Sidi Frej. Donc, retour sur ce lieu de pèlerinage estival. Aussi, les rubriques du vendredi, notamment Mariam Oussaïd, elle, cette fois-ci, elle nous fera une démonstration sur comment composer, comment planter des plantes grasses, comment les prendre en charge et comment s'en occuper. Ismaël Ka, lui, rendra hommage à trois grands chanteurs, donc à trois grandes figures de la musique, notamment algérienne, mais aussi internationale. Alors, il parlera ce matin donc de Jamal Allama Rahmou, de Rachid Taha Rahmou et aussi de Jimi Hendrix. Donc, cette année, c'est le 40e anniversaire de sa disparition. Et alors nous aurons aussi par Skype Farid Zerzour. Alors Farid Zerzour, lui qui est metteur en scène, réalisateur donc de théâtre, il nous parlera cette matinée de la reprise donc, des activités culturelles, des activités théâtrales, et on reviendra donc sur sa pièce de théâtre Sendibet. Voilà donc pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abid. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors, je viens de savoir que j'ai dit les rubriques du vendredi. Mina, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup déjà de m'avoir rappelé que nous sommes dimanche et non pas vendredi. Je pense que le temps passe tellement vite et que nous avons besoin d'un peu plus de temps. Peut-être que inconsciemment, je voulais gagner 2 jours de plus. J'aurais aimé gagner une semaine, mais bon. Voilà, probablement inconsciemment, je voulais gagner 2 jours de plus. Donc, je rappelle, nous sommes dimanche et non pas vendredi. Voilà. Alors oui, effectivement. Alors là, il y a Kélémo qui vient de me faire rappeler aussi un acte très psychologique finalement, parce qu'il y a Dr Benachnou qui sera avec nous ce matin. Et Dr Benachnou, habituellement, il est avec nous le vendredi. Voilà, donc ça pouvait être très inconscient de ma part. Voilà, je me justifie finalement. De toute façon, on est dimanche, on n'est pas vendredi. Voilà, surtout retenir que nous sommes dimanche 20 septembre. Alors Mina, les nouvelles du ciel aujourd'hui. Alors on va le découvrir tout de suite. Alors bonjour à tous en cette début de matinée. On aura de la brume vers les côtes ouest et puis le ciel restera plutôt voilé en journée, pré-orageux, notamment sur le centre. Et l'est du pays, on notera des orages sur les régions intérieures avec des pluies parfois assez marquées. Ces pluies vont déborder à partir de ce soir sur les côtes centre et est. Sur la partie sud, un ciel dégagé sur le Nord Sahara, le Sahara central, encore les oasis, le Sahara oriental voilé avec quelques pluies le long des frontières algéro-maliennes et puis de fréquents soulèvements de sable, notamment vers l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 29 degrés à Alger, 30 à Tizi Ouzou, 27 degrés du côté de Annaba, ainsi qu'à Constantine, 28 Batna, 27 degrés à Djelfa, 39 degrés à Gardaya, 39 également à Béchar, 43 degrés à Tindouf, Adrar, Ain Salah et enfin 42 degrés à Borbet du Mourtar et à Nkazam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, la mer sera calme, peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 30 km/h à l'ouest du pays, entre 20 et 40 sur le centre et enfin entre 15 et 25 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Asie pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel sera plutôt couvert avec des pluies assez marquées, notamment à Bangkok, Singapour, Jakarta, un ciel plutôt voilé à Pékin, dégagé à New Delhi, et puis côté Mercure, on notera 28 degrés à Hong Kong ainsi qu'à Pékin, 22 à Tokyo, 22 degrés également à Manille, 29 à Bangkok et enfin 30 degrés à Singapour. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Finalement, l'automne s'installe, Mina. Petit à petit. Voilà, il commence à s'installer petit à petit. On va s'installer, oui. Ça Voilà. fait plaisir, ça nous fait du bien. Oui. Un petit De peu toute façon, de fraîcheur. c'est le moment. C'est le moment.
Ça fait Tout toujours à du fait. bien finalement de vivre les saisons en leur temps. Exactement. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à On vous vous. retrouvera tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, Tout à et puis le fait. week-end prochain, donc pour Bonjour d'Algérie. Exactement. Merci beaucoup Mina. Alors, Merci on vous à souhaite vous. une excellente journée. Alors, pause musicale en compagnie cette fois-ci. Alors, encore une fois, donc, on rappelle ou un hommage qu'on rendra ce matin à tous les travailleurs du service archives de la télévision algérienne. Donc, c'est un service qui recèle un patrimoine archive très important. Et cette fois-ci, donc, nous allons revenir à quelques années en arrière. Donc, l'une des émissions qui était très regardée dans les années 80-90, à savoir Tahia Liman Touhib. Et cette fois-ci, donc, ce sera une note nostalgique en compagnie de Julio. Et on se retrouve juste après. Et voilà, donc très belle chanson, magnifique. Alors vraiment une touche nostalgique, mais il reste une légende, Julio, docteur Fethi Benachnou. Je suis sans voix et je remercie, je ne sais pas si c'est par coïncidence, de m'avoir accueilli avec un chanteur et une chanson pareille. Vous voyez que la chanson, c'est un texte qui est éternel, un texte à l'origine Jacques Brel, Oui. et une légende du travail bien fait. Je crois que c'est ça que Julio Iglesias, et regardez comment il a touché, c'est ce qu'on dit, il a touché un maximum d'Algériens, quel que soit leur niveau, quel que soit... C'est un maximum du monde. Du monde, c'est une légende. Je parle en Algérie. Voilà, en Algérie. Tous les citoyens algériens ont été un casso Oui. de la khor. ومازالهم ينقاسوا parce que de toute façon c'est une chanson qui... Donc, et là, moi, je compare par rapport à ces musiques modernes qui sont Oui. lourdes, qui sont... Là, c'est spontané. Oui. Postné. Alors justement, docteur, ce matin nous allons parler de consultation. Et paraît-il, donc j'ai eu un petit tuyau, comme on dit, que lorsque vous recevez donc vos patients pour une consultation, vous leur chantez Julio. Ça dépend parce que, alors là, on va y aller. Beaucoup de mes patients adorent le chabi. D'accord. Et les chabistes, les chabistes, douakin qui me
il y a quelque chose qui émane d'eux. Donc, je sais pas, ils savent que j'ai été élevé dans le Shabi. Shabi, réellement, dommage qu'on n'ait pas approfondi ce que c'est que le Shabi. On est en train de prendre une tête de liste qui est le Hashmi Garwabi, Allah yarhamou. Mais attention, le Hashmi est issu d'une lignée. Par exemple, quelqu'un comme Bourahla, quelqu'un comme... Et surtout, leur vie est une vie populaire. Surtout, il y a quelqu'un dans le Shabi, pas le Shabi algérois, dans le Shabi, il y a un grand... Et j'essaie de susciter une émission où là, Driss Naqash. Mais vraiment, si on étudie, Allah yarhamou, Driss Naqash, mais c'est le grand artiste au sens large qui a souffert, qui a dormi dans les rues, c'est la tradition de tous les artistes en matière de poésie, de littérature. Et là, je ne m'éloigne pas de ma question surtout. J'attends la réponse à ma question. Non, c'est vrai que... regardez les chants. Dites-moi, quand vous recevez vos patients, c'est vrai, vous leur chantez? Non. Eh ben, c'est vrai. Là, je vais vous donner la clé de la chose. Eh ben, votre source, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible. Ça m'étonnerait. Hein? Les gens qui aiment le Shabi se lancent des rimes, des phrases de l'Aqsida. Voilà, mes sources ne sont pas aussi terribles que ça, mine de rien. Hein. On ne chante pas, bon, c'est peut-être j'ai une voix terrible, mais reciter le texte. Oui. De toute façon, docteur, il faut dire que la musique aussi est un mode de thérapie, parce qu'aujourd'hui, on parle de musicothérapie, donc c'est carrément soigné par la musique. Un jour, peut-être qu'on en parlera, hein, parce que ça nécessite quand même toute une thématique, n'est-ce pas? La musicothérapie, comme certains disent, la musicothérapie, c'est l'utilisation de la musique pour soigner, entre guillemets, certaines pathologies. Oui. Voilà. C'est pas n'importe quoi. La musique adoucit les mœurs, peut-être, je sais pas. Mais la musique maintenant, c'est vous. Regardez, c'est pas que la musique douce adoucit les mœurs. Non, moi le métal. J'adore le métal, mais je trouve que c'est super. Le son du métal est super. Je cite pas. On reste dans la thérapie. Voilà, on est vraiment. On a touché quand même une facette de vos facettes, docteur, hein, n'est-ce pas? Il faut le dire ce qu'il en est. Alors, c'est quand même un mode de thérapie, la musique, d'accord? Il faut le dire, donc on parle aujourd'hui de toute une discipline, hein, donc de musicothérapie. Et aujourd'hui, donc on ne va pas finalement s'éloigner de la musicothérapie, puisqu'on va parler de consultation, on va parler de prise en charge de patients. Alors docteur, il est très fréquent, donc j'imagine que vous connaissez très bien cette situation puisque vous recevez vos patients. Alors quand les patients viennent, on ne sait pas trop finalement s'exprimer, dire ce qu'on ressent. Et la communication finalement avec le médecin, elle est un petit peu difficile. Donc finalement, quelles sont les étapes que nous devrions suivre pour réussir un petit peu en consultation et avoir donc un bon diagnostic et surtout être bien orienté par son médecin? Chauffez. Je ne savais pas que l'entrée de cette chronique sera faite sur la musique. Et je vous remercie, c'est important. Vous avez montré que l'art de la médecine, l'art du médecin, ça n'est pas quelque chose de mécanique, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai que le patient, j'insiste sur le mot patient, ne sait pas s'exprimer. Le médecin, par un contact physique, j'insiste sur le côté physique, en anglais on dit face to face. Ça, c'est pas un dossier où on coche des cases. Ça, c'est par opposition. Pourquoi j'ai voulu faire cette chronique et je l'ai proposée? Dans le sens où on veut transformer la médecine, qui est une relation d'humain à humain. C'est un être humain. On veut la transformer avec ses noms anglais, la e-consultation ou la plateforme de je ne sais quoi, d'échange. Non, le patient ne s'exprime pas. Le patient va venir proposer des plaintes
J'ai pas dit, il ne va pas venir se plaindre. Non, il a des plaintes. Et ensuite, très souvent, la plainte qui est une plainte organique, et c'est réel, qui est disparate, et le bon médecin, le médecin formé, doit présenter, c'est le terme utilisé, une oreille attentive et compétente. Une oreille attentive et compétente. Quand vous écoutez quelqu'un, quand vous vous intéressez à lui parce que vous êtes médecin, le ton de la voix est important. Et ça, vous allez sentir et voir si cette plainte, c'est pas la plainte, Oui. non, une plainte, pour moi, je la considère comme une porte qui grince. Une porte ne doit pas grincer. Et il vient vers vous pour que cette porte ne grince plus, pour que lui ne souffre pas. Alors, premièrement, il faut une oreille attentive et compétente et ne rien négliger de ce que dit le patient. Ne rien négliger. Il cligne des yeux, il sourit, il s'arrête. La façon de s'asseoir, la façon... Tout ça, ce sont des signes cliniques que vous devez, en étant compétent, j'insiste, en étant connaissant toute votre sémiologie. La sémiologie, c'est l'étude des signes cliniques. Et là, vous arrivez à constituer un syndrome. Vous voyez la démarche avec ces signes disparates qui parfois n'ont rien à voir, hein, qui parfois sont d'une signification courante. J'ai mal à la tête, quand je vais aux toilettes, je vais avec le sang. Avec le temps, on se dit, ah, il va aux toilettes avec du sang, c'est des hémorroïdes. Eh bien non, c'est très très dangereux, ce raccourci rapide, ah, c'est des hémorroïdes. Moi, c'est grave. Un médecin a traité un patient pour hémorroïdes pendant 5 ans, il a laissé évoluer une tumeur colorectale. Donc vous voyez, c'est tout ça qui doit être, pourquoi je dis oreille attentive et compétente, c'est pour tenir. Et c'est pas joli. Au bout de piste, 5 ans après, on vous dit, monsieur, vous avez une tumeur qui a évolué, vous avez fait perdre du temps, et au point de vue médico-légal, vous êtes incompétent. Donc finalement, docteur, là c'est quand même un exemple qui fait un petit peu peur, hein, que vous donnez. Donc un faux diagnostic comme ça. Je dois faire peur, pardon, à mes confrères et consoeurs. Donc finalement, ça fait peur, ce genre donc, de diagnostic comme ça, très précoce, et puis sans aller dans le fond. Donc justement, finalement, tout est question de communication, encore une fois. Et puis il faut poser les bonnes questions finalement pour avoir la bonne réponse. Parce que le problème, on le disait, le patient ne sait pas toujours s'exprimer. Donc finalement, ça revient à la responsabilité, c'est la responsabilité du médecin. Et c'est vous, médecin, thérapeute, j'aime bien dire thérapeute, qui avez pris cette responsabilité, qui parfois est médico-légale. S'il y a un problème, et je suis pour ça, s'il y a un problème de négligence, d'incompétence, par exemple une incompétence, on peut l'avoir par habitude, c'est une habitude. Bonjour, surtout chez nous. J'ai mal à la gorge, j'ai une angine, c'est le patient, un des angines. Alors tout de suite... On devient tous des médecins empiriques finalement. Ça, et deuxièmement, pire que ça, amoxicilline, تخرج. Alors je dis avec les termes tout ça. Le médecin se doit d'examiner son patient, examiner, mais si de loin, examiner les fonctions on a. Il faut voir le fond de la gorge. Je vous donne un truc parce que c'est la saison. Quand on dit c'est difficile à avaler et tout ça, il faut examiner le fond de la gorge avec quelque chose de très simple. Un bout de bois avec apaisement. Vous voyez que je suis loin des technologies. Voilà. Un bout de bois qu'on appelle... C'est la raison pour laquelle vous ne défendez pas beaucoup le e-consulting. Oui, le e-consulting. Il faut un abaisse-langue, voir les amygdales. Alors, quand les amygdales sont grosses et rouges, simplement, ce qui est le cas des 95% des angines. Elles sont virales. Elles sont virales, ça ne demande pas de traitement, ça demande du paracétamol et autres. Mais vous ne saurez que c'est une angine virale. Et vous avez vu les grosses amygdales.
par rapport, quand vous l'aurez examiné, vous voyez, le geste là, il est important. L'acte, il est important. Quand vous l'aurez examiné, vous allez sentir une odeur fétide. Vous voyez, le médecin doit travailler. Alors, quand je suis derrière un écran, je ne sens rien. On ne voit rien, on ne sent rien. Voilà, on ne sent rien. On voit l'état du malade. On connaît. Vous voyez, j'ai changé. Je ne dis plus patient, je dis malade. Parce que là, il présente une pathologie. Il y a l'odeur fétide, ça sent mauvais. Il y a la fatigue, l'état général. Et ensuite, un élément important, surtout chez les enfants, s'il fait 3 ou 4 angine fétide, on dit ça purulente, bah, c'est dangereux parce qu'il y a une attaque cardiaque. Oui. Et beaucoup de maladies cardiaques sont à cause. Donc vous voyez que qu'est-ce qu'un examen clinique? Il est fondamental. Les asthmatiques, par exemple. Chez nous, hélas, en 2020, hélas, je dis 1000 fois hélas, asthme égale crise d'asthme. Ça, c'est une équation qui existe chez nous. Égale crise d'asthme. On a ajouté un traitement qui est l'injection de corticoïdes, l'injection intraveineuse de corticoïdes. Regardez, en le disant, ça paraît léger tout ça, de corticoïdes, mais les corticoïdes à répétition injectable donnent un diabète, donnent une hypertension artérielle, donnent l'aspect bouffi, parce qu'on s'est incrusté et on agit selon. Non, si votre patient, votre malade fait des crises d'asthme à répétition, c'est qu'il y a une mauvaise prise en charge. C'est pour ça qu'il a recours et que vous voyez qu'il y a cette notion d'examen physique et c'est important. Je reviens à mes hémorroïdes parce que ça m'a fait très mal jusqu'à maintenant qu'on laisse évoluer une tumeur. C'est considéré comme erreur médicale ou comme négligence médicale ou comment vous pouvez là, il faudrait qu'on... moi, je dis que c'est une négligence médicale et il faudrait revoir la pratique médicale, surtout en Algérie, qui est, hélas, c'est l'hôpital, c'est le médicament, je crois qu'il faut revenir. La science a fait de très grands progrès, à condition que l'on se remette en cause, c'est ce qu'on appelle la formation médicale continue. C'est pas annoncer le lancement d'un programme, non, je crois que faire des recyclages à chaque fois. Chaque médecin doit se dire, l'OMS le dit, au bout de 5 ans, quand vous sortez de la fac, au bout de 5 ans, vos connaissances sont dépassées. Il faut les renouveler parce que moi je vois... Ça va vite, la technologie, ça va vite. Le Covid-19, il faut parler de l'actualité. Vous savez qu'il y a des informations médicales issues de recherche. Et ce qu'on n'a pas ici, hélas, c'est pas la faute de l'Algérie, c'est la faute des... Il y a des équipes de recherche. Quand vous avez des malades qui sont hospitalisés, 5, 6, 7 malades, vous devez publier, vous devez dire, voilà, au niveau de ce que j'ai remarqué, c'est ça votre participation au progrès de la science. Donc, la consultation médicale, elle est fondamentale. Il faut une oreille attentive et compétente. Et troisièmement, c'est vrai qu'il faut, vous avez dit utiliser un excellent verbe, ils ne savent pas s'exprimer. Vous êtes là pour mettre en confiance votre patient, pour qu'il se sente à l'aise et croyez-moi, quand il est à l'aise, quand il croit en vous, quand vous lui donnez cette assurance, et là, il va dire des choses à laquelle... Vous savez, vous pouvez faire un interrogatoire pendant un quart d'heure, 20 minutes. Vous lui parlez de tout et de rien. À la dernière seconde, entre le fromage et le... Comment on dit ça? Entre le pain et le fromage, entre le truc et le fromage, il vous lance une donnée clinique fondamentale et qui va bouleverser votre attitude. Et c'est pas parce que le patient vous dit j'ai une angine, allez, on y va, les antibiotiques. Donc vous voyez que c'est pour ça que j'ai insisté sur, je ne suis pas formellement contre la science ou le développement de la science, mais j'ai bien peur qu'on cache une incompétence par un écran. Il a de la fièvre. Il a de ceci, il faut lui donner de cela. Non, c'est pas ça. L'important, c'est cette... Ensuite... Donc, on retient... Pardon. Ensuite, quand vous avez
prescrit, vous avez examiné, ici il faut explorer, c'est-à-dire demander des analyses, toutes ces choses-là, et vous avez prescrit un traitement. Ne pas prescrire de traitement, c'est aussi un traitement des fois. Hein. Oui. Vous avez prescrit un traitement. Il faut expliquer ce médicament, vous devez le prendre à telle heure, à telle heure. Le médecin il se doit de procéder à ça et de revoir votre malade, ce qui, hélas, n'est pas chose courante chez nous. Donc, ce qu'on retient finalement de votre intervention ce matin, Dr Benachnou, deux choses fondamentales que le médecin doit faire. Donc, consultation clinique obligatoire et surtout développer le sens de la communication avec le patient. Voilà, merci beaucoup, docteur. Donc, encore une fois, pour le travail de sensibilisation que vous faites. Merci. Voilà. Alors là, ce sera un petit tour à Alger, vous qui êtes donc déjà artiste de chœur, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait partie de l'orchestre de Nejma, le grand orchestre Nejma, Andalous, tout ça. Mais c'était au départ un truc de variété. Je sentais Qalbi ya Bladi la Insek. Je vous ai dit que mes sources étaient fiables. Voilà. Vous avez vu? Je savais que mes sources étaient fiables. Hadi Rajab que je salue et je chantais Qalbi ya Bladi la Insek. Mais avec le rythme. Oui, la chanson telle mais avec le rythme. Bien sûr, il faut foncer. Non, non, je vous invite avec le rythme. Avec le rythme. J'attends. Ah, voilà, mais bien sûr. قلبي يا بلادي لا ينساك يتفكرك طول حياتي. Alors là, avec le temps. Et ben voilà. Non, vous voyez que voilà. la Je médecine, défends mes sources, hein. la médecine est un art. Effectivement. C'est un art dans tous ces domaines. Voilà. Et surtout, chanter quelqu'un comme Hadira. Attention, j'étais jeune, j'avais 15 ans, 16 ans. Vous l'êtes toujours, vous l'êtes toujours. Vous l'êtes toujours, docteur. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup donc, pour ce moment quand même agréable. Hein. Très bien, donc c'est ça la pédagogie. J'ai comme envie de tomber malade pour venir en consultation. J'ai comme envie de tomber malade. C'est la prévention. Suivez la prévention, vous ne tomberez pas malade. Merci beaucoup, docteur Fethi Benachnou, donc pour ce moment et pour encore une fois le travail de sensibilisation que vous faites. Donc là, c'est au niveau de la Casbah d'Alger que nous allons nous rendre en compagnie de Jazia Bayou, elle qui s'est intéressée donc à la restauration d'une maison de Dar al-Mahrousa. Donc Dar al-Mahrousa, c'est Dar donc de Haj Zoubir. Alors c'est un gars très très sympathique, c'est un monsieur très sympathique, lui qui ouvrait donc les portes de sa maison pour organiser l'iftar durant le mois de Ramadan, qui est donc accompagné de tout un cérémonial donc de l'hayek. Donc la soirée était animée donc de Chabi, voilà. Et donc cette maison a été restaurée. C'est un reportage donc auquel s'est intéressé Jazia Bayou et on se retrouve juste après. C'est à la Basse Casbah que nous nous rendons à la découverte d'un joyau architectural. Un petit palais qui se cache juste derrière cette porte de Dar al-Mahrousa, la maison de maître. La propriété de celui qui est considéré comme une référence mémorielle de la Casbah. Haj Zoubir, qui a eu l'amabilité de nous ouvrir la porte de sa somptueuse demeure. C'est une maison de maître, oui. Mais le maître, il n'était pas bien riche. Donc, il n'était pas bien riche, sinon il aurait Haj Zoubir n'a peut-être pas recouvert sa maison entièrement de marbre, mais il lui a été d'un grand secours. Classée en zone rouge, cette maison risquait de s'effondrer à tout moment. Mais cet homme remarquable a décidé d'agir et d'entamer les travaux de rénovation avec ses propres fonds. D'une superficie d'environ 200 mètres carrés, cette bâtisse a été rénovée dans les règles de l'art et dans le moindre détail. واش بلاصه خليتها قولي لي في الدار هذيك اش بلاصه خليتها قاعد جلست عليها شوفي لهنا لصقوا بالمرصو وشفتي في السقيفه هذاك بالطرف هكذا يلصق روح وسكننا هنا. Les travaux de rénovation qui ont débuté en 1998 ont été interrompus et reconduits juste après le séisme de 2003. Supervisant lui-même le chantier de rénovation, Haj Zoubir a pu, grâce à sa détermination et sa persévérance, accélérer le rythme des travaux. La rénovation n'aura duré que 8 mois. Et c'est ainsi que les éléments fondamentaux de l'architecture de cette maison ont été maintenus. الدكانة والصدار بيت الصابون الحمام البير الجب la terrasse et bien entendu المنزه.
ou les chants du Chabi animés autrefois, les soirées inoubliables des Kasbadji. En voyant le résultat de cette importante rénovation, l'on se dit qu'elle a forcément coûté une vraie fortune. Mais qu'en est-il réellement? دوك نقول لك كاع الناس قادرين يرموا ماشي كاع الناس ça coûte très cher ترميم ça coûte كتر من البنيان si on veut le gros il a été fait mais لهنايا les maisons هادوما ils n'ont pas besoin de maçons c'est des restaurateurs c'est de la rénovation درنا des écoles de rénovation درنا des formateurs. À sa construction, la Kasbah comptait 1700 maisons, alors qu'aujourd'hui, il n'y reste que 600. Parmi elles, Dar al-Mahrousa de Hajj Zoubir, une maison accueillante qui a toujours ouvert ses portes aux visiteurs. L'amour du propriétaire pour sa demeure lui a valu l'admiration et la reconnaissance de tous les Kasbadji pour sa détermination à sauver un patrimoine en péril et sa participation à la mise en valeur de la Kasbah, gardienne de la mémoire d'Alger. Et voilà, donc c'était un très beau reportage signé Jazia Bayou qui s'est intéressée donc à Al-Hajj Zoubir, lui, donc à la restauration donc de Dar al-Mahrousa. Et on reste donc sur ce registre touristique et ce sera en compagnie de Samira Hadjamar. Samira, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Samira? Très bien, alors Samira, une belle balade que vous allez nous proposer aujourd'hui. Oui, très très jolie balade à Sidi Fred. À Sidi Fred, oui, donc la il faut dire que c'est quand même un lieu de pèlerinage estival. Hein. Estival toute l'année, je pense. Toute l'année, mais beaucoup plus la période estivale parce que en fait la plage, le port de Plaisance, le premier et le seul actuellement. En Algérie? Oui. Alger. En Alger? Alger. Bon, on en a un à Tipaza. Oui, Plaisance. Plaisance, oui. D'accord, c'est vrai. Oui. Donc à Alger. Voilà. D'accord. Et puis un rendez-vous incontournable de la chaîne 3 de la radio, donc Alger chaîne 3 que vous attendez, que vous suivez. Donc c'est un programme qui vous accompagne afin de vous donner toute l'actualité de l'art. La République des Arts en compagnie de Toria Ayed. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également d'avoir pensé à moi. Ah ben, c'est tout à fait normal. Hein. Donc toujours au service de l'art, Toria Ayed cette année. Au service avant tout des auditeurs. Des auditeurs, voilà. Voilà, au service des auditeurs, c'est un rendez-vous qui existe, c'est la 8e saison. On a beaucoup réfléchi avant de revenir pour une 8e saison. Vous savez très bien, depuis qu'il y a la crise sanitaire, c'est un peu compliqué pour la culture partout dans le monde. Et principalement chez nous, ça n'a pas beaucoup démarré. C'est très compliqué de maintenir un rythme quotidien en parlant de culture et d'actualité culturelle. Mais quand même, pour les auditeurs, on a tenu à revenir avec un petit changement au niveau de l'horaire, puisque on est revenu à l'horaire de la première saison, 15h, 16h. Voilà, il faudra juste que les auditeurs se réadaptent. C'est un très bon créneau, hein, 15h, 16h pour les auditeurs. Généralement, on est en route, hein, à cette heure-ci. Mais de toute façon, je pense qu'il y a depuis quelques années, depuis que l'autoradio a évolué, qu'on a une bonne qualité de son, d'écoute, les gens écoutent énormément dans leur voiture la radio, peut-être plus qu'à la maison. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle peut-être, quand on a lancé la République des Arts, il y a 8 ans, on a pensé à la plage horaire et aux auditeurs, à la nouvelle catégorie d'auditeurs qui écoutent. Parce qu'avant, les créneaux de l'après-midi, il y a quelques années, dans les années 80, c'était la ménagère, les femmes au foyer, celles qui ne travaillent pas. Moi, ça ne m'arrange pas. Hein. Voilà. Et quand je sors du travail, d'habitude, à partir de 16h, je t'écoute. C'est mais ça. Là, je t'écoute. Et depuis quelques... À 15h à 16h. Avant, ça passait à 16h. Maintenant, il passe à 15h. Oui, mais depuis quelques temps... qui ne t'arrange pas? Bah non. Il faut que tu reviennes à 16h, toi. Il faudra que je renégocie avec Mehdi, alors. Il faut dire aujourd'hui, Samira, Touraya, il y a quand même une fragmentation d'audience. Et puis, avec tous les supports qui sont multipliés, donc il y a la réception. Donc, avec le numérique, il y a une révolution de toute façon. Il n'y a plus d'horaire. Aujourd'hui, les gens, ils réécoutent l'émission en podcast. Il y a 1001 façons d'écouter la radio, 1001 façons de regarder la télé. On ne regarde plus peut-être le direct, on
vous rate ce matin. Mais si on a envie de voir le sujet de Samira, puisqu'elle propose de découvrir des balades, très belles balades à chaque endroits, parfois devant lesquels on passe et on connaît l'histoire et on ne fait pas attention. Et ben, je pense qu'ils peuvent regarder sur à n'importe quel moment, effectivement. À n'importe quel moment. On vit en pleine révolution et on ne se rend pas compte. Donc tu ne vas pas rater, Samira? Moi, non, je ne rate pas Thoraya. Même si c'est à 15h, même si c'est à 15h, tu ne risqueras pas de rater. Tu pourras donc réécouter. Alors, on va juste écouter le jingle pour rafraîchir un petit peu la mémoire des auditeurs et des téléspectateurs, parce que c'est vrai que généralement, les gens de la radio, on essaie toujours d'imaginer la personne, mais là, finalement, on a un visage sur un nom, un visage sur une voix. Oui. Et quelle voix? Voilà, donc c'était le jingle de l'émission. Alors, cette année... Après, on s'est dit non, parce qu'il y a une nouvelle équipe cette année. L'équipe avec qui j'ai démarré cette émission. Bon, des fois, il y a d'autres envies. On a envie de découvrir autre chose. Et, le réalisateur Abdrani Boudriès, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, sortir. Donc, il est parti vers une autre émission. Il va pouvoir aller vers faire peut-être d'autres villes d'Algérie avec l'émission. Il nous est arrivé, nous aussi, d'ailleurs, avec Samira, on se croisait quand il y avait des festivals, etc. On faisait la couverture. Même l'émission se déplaçait totalement pour faire la couverture. Le SILA aussi. Voilà. Cette année, il n'y a même pas de SILA. Mais donc, il y a une nouvelle équipe qui m'accompagne, même si l'émission est la même. Il y a un nouveau réalisateur, c'est Sami Slimani. Il y a très peu de chroniqueurs depuis le démarrage de ceux que les auditeurs connaissent. Il y a un jeune membre de l'équipe qui nous a rejoint, Ariles Mamri, qui est très très bon, mais qui s'intéresse à tout. Donc lui, il est membre permanent de l'équipe. Il m'accompagne tous les jours. Et puis j'essaye un tout petit peu de draguer. Pas trop, hein. J'essaye de draguer des... Aujourd'hui, on a besoin d'expertise. Voilà. J'essaie de ramener vers nous des gens qui ont vraiment une expertise dans leur domaine, qui apportent autre chose, puisqu'on doit contourner le fait qu'il n'y a pas d'actualité. Bien qu'on nous annonce très bientôt une vraie rentrée culturelle, je crois que ça va se faire le 26 septembre. Officiellement, le ministère, semble-t-il, va annoncer la rentrée culturelle de façon solennelle, avec une manifestation et tout. Donc voilà, je vous donne un scoop. Et donc voilà, en attendant, il faut s'adapter à la situation. Justement, comment vous vous êtes adapté? Parce que vous avez repris quand même la première semaine du mois de septembre. Ça fait quand même 3 semaines que vous présentez. Voilà, c'est la 3e semaine que vous présentez votre programme. Alors, comment vous vous êtes adapté à la situation actuelle, d'autant plus qu'il n'y a pas de... Je crois que le téléphone nous a tous et toutes sauvés, même ici à la télé. Je pense que vous utilisez parfois le Skype, effectivement. Il va vers le téléphone. Et pendant toute la période du Covid, moi j'ai travaillé, je n'ai pas voulu me confiner parce que le confinement est un piège. Oui. Parce que une fois qu'on est confiné, c'est très compliqué de se dire allez, à quel moment je vais me déconfiner, à quel moment je vais reprendre le travail. Donc il valait mieux rester et prendre ses précautions. Et jusqu'à présent, il faut continuer à faire attention, respecter la distanciation, mettre son masque. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Donc voilà, j'ai continué à travailler, c'est le téléphone. Et je me suis rendu compte à quel point, finalement, pour un auditeur, si la communication est de bonne qualité, pour un auditeur, je dis bien, peut-être pour vous, c'est un peu plus compliqué. Si je me suis rendu compte qu'on pouvait atteindre n'importe qui dans le monde avec le téléphone. Moi, pendant la crise du Covid, le début, j'ai appelé des réalisateurs qui se trouvaient en Italie, en France, peut-être même au Canada, aux États-Unis. Donc finalement, Thoraya, il faut dire que ça nous a permis un petit peu cette période de revoir carrément le concept de nos émissions, de revoir carrément la qualité de notre travail, du service que nous proposons à nos téléspectateurs, mais aussi aux auditeurs en ce qui vous concerne.
et de renouer carrément, de rebâtir finalement ce pan avec tous les agents de la culture dans le monde entier finalement. Ouais, tout le monde s'adapte. Je pense que tout le monde s'est adapté dans tous les secteurs. Il y a le télétravail, c'est ça, le télétravail. Le télétravail, c'est ça, oui. Pour nous, c'est un peu plus compliqué, le télétravail, bien que ça a été utilisé dans d'autres médias, effectivement, dans le monde. Même à l'étranger. À l'étranger, il y avait des gens qui faisaient leurs chroniques de chez eux, ils étaient bien appareillés, etc. Donc tout le monde s'est adapté. Je pense que le virus nous a changé quelque part. Je ne sais pas si ça vous a pas changé, pas seulement dans votre travail. Beaucoup, il faut le dire. Beaucoup, c'est vrai, beaucoup, mais même notre travail aussi. Donc tout comme vous, on essaye de s'adapter donc avec la situation. Voilà. C'est dommage. Voilà. Pour des Méditerranéens, donc qui ont quand même sur le plan culturel, il faut dire le rapprochement sociétal est très développé chez les Méditerranéens. Donc c'est vrai que ça a été quand même une moi je sais pas un concert en ligne, c'est comme je me pose la question, quelle est la nécessité de, enfin j'espère que voilà que pas avoir d'ennemis. Non, c'est pas question d'ennemis. De toute façon, ce sont des problématiques. Je ne vais pas peut-être mettre en difficulté ceux qui comptent faire un travail en ligne, mais un concert, quand on est face à l'artiste et qu'il chante, l'émotion et l'échange qu'on a, c'est irremplaçable. Par exemple, hier c'était planétaire. Je pense que bon, peut-être pour nous c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut pas payer en ligne, mais le concert de Mika hier, je crois que c'était hier, c'est ça, en soutien à son pays, le Liban, il a fait quelque chose d'extraordinaire avec des artistes, mais évidemment chacun de son pays, et il fallait juste payer pour les Occidentaux 10 €, je pense, pour accéder. La cause est noble. Oui, la cause est noble. Il y a eu par exemple le concert, il y a l'Arc, je crois, qui fait un concert chaque week-end, Chabi, etc. Il y a l'expérience je crois qu'a fait Lila Borsali ce week-end, bien que je pense que la connexion n'était pas de très très bonne qualité d'après le bac. Oui, d'après ce qu'on nous a dit. Mais je ne sais pas si on ressent la même sensation. Mais de toute façon, le monde change, il faut le dire. Donc c'est vrai que nous avons un petit peu cette culture d'être en contact direct avec le monde, donc avec la société. Mais il faut dire que le monde est en train de changer, la technologie va très vite et puis on s'adapte finalement. Moi, je pense qu'avec un masque et une bonne distanciation, on peut aller voir un spectacle. Ça peut le faire, ça peut le faire. De toute façon, c'est en train de se faire. C'est la donc on l'a vu avec le discipline bac, qui va sauver la culture. Voilà. Si les gens ne sont pas disciplinés, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. Et justement, toutes les émissions, télévision, radio sont là encore une fois pour sensibiliser à cette question. Alors Toraya, j'imagine vous avez visité le port de plaisance, la marina, c'est des faraj incontournables. Pas la dernière version, la version la plus récente, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc il paraît que c'est ça, il a fait peau neuve. Alors justement, Samira, vous vous êtes intéressée cette fois-ci à la marina. À la marina. Peau neuve. Alors, ce qui fait peau neuve, par contre, c'est pas la marina, ce sont les bâtiments, les duplex, là où on peut louer un appartement pour passer un week-end, des vacances et tout. Le complexe, donc la direction du complexe de Sidi Faraj a décidé de restaurer. Les duplex sont magnifiques. On est dans un standing de 4 étoiles. Enfin, il y a pour toutes les bourses. Les tarifs sont magnifiques. Les tarifs sont intéressants. Oui, c'est restauré déjà. Les tarifs sont intéressants. Oui, ils sont intéressants. Franchement, oui. Parce que pour la qualité aujourd'hui, oui, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'à un moment, il y a eu un délabrement et c'est tout à fait naturel. Il faut rappeler que le complexe Sidi Faraj a été construit il y a pratiquement... L'année prochaine, ça fera 50 ans. Donc, c'est les noces d'or. Pour Sidi Faraj, c'est Pouillon, Ferdinand Pouillon qui l'a construit. Il a construit le complexe magnifique. Pourquoi il est magnifique? Parce que l'architecture représente tous les styles, on va dire, existants en Algérie. Pouillon a mis des dômes, il a mis des arcades, il a mis des perspectives. En 71, il construit le complexe. En 74, il construit la marina. La marina, elle est intéressante parce qu'à un certain moment, elle était classée, je crois, première en Afrique, en Méditerranée. Vraiment, elle avait un standing... très haut de qualité. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ils disent, donc le directeur d'exploitation que j'ai rencontré, M. Bahiri, a dit que des choses sont... Donc il y a une nouvelle direction depuis l'année dernière. Ils disent que les choses sont prises en main et que la marina va retrouver de sa superbe. Qu'est-ce qui se passe à la marina? Il se trouve qu'à l'entrée du port, il y a chaque année ou à chaque fois un banc de sable qui se forme. Et ce banc de sable empêche les bateaux
les voiliers, les embarcations de sortir. Les gens sont obligés de pousser les bateaux pour pouvoir sortir en mer. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, donc la sortie a été interdite, mais le problème s'est posé bien avant. Il se pose chaque année. Les plaisanciers se sont, on va dire, réunis avec la direction de Sidi Ferrej pour essayer de trouver une solution. Ils ont acheté un appareil, une espèce de pompe, voilà. Une pompe avec laquelle ils draguent le sable, et c'est ce qui permet aux plaisanciers de sortir. Ce qui est dommageable, et c'est dit par le directeur de l'exploitation de Sidi Ferrej, c'est qu'à un certain moment, il y a eu un mélange à la marina. Des bateaux de pêche, des petites embarcations se sont mêlés aux bateaux de plaisance. Il y a un surplus, c'est saturé. Il n'y a pas de place, donc il y a une petite désorganisation. Et ça, les plaisanciers le ressentent. Ils le ressentent et ça nuit à l'esprit même de la marina. Mais les choses sont prises en main, et la nouvelle direction de Sidi Ferrej a l'intention d'améliorer les choses. Voilà. On rappelle aussi qu'au Sablette, il va y avoir une nouvelle marina prochainement. Les travaux sont en cours. Donc, probablement, ça va alléger Sidi Ferrej, et ça va redevenir un endroit superbe, hein, c'est rien à dire. Voilà. Et justement, tu t'es déplacée, Samira? Oui, j'y suis allée, j'ai aimé. Il faisait très chaud, mais j'ai adoré, c'est en plein mois d'août. De toute façon, c'est vraiment le moment où on fréquente le plus la marina. Oui, à condition de piquer une tête, ça n'a pas été mon cas. Pas encore. C'était fini et j'ai pas été. Pour bientôt, Inch'Allah. Donc, une fois que la conjoncture sanitaire rentrera dans l'ordre, pourquoi pas. Oui. Alors, tu t'es déplacée donc, et tu es revenue donc, avec de très belles images comme à l'accoutumée, Samira. Merci. Voilà, alors on vous propose donc cette balade à la marina d'Alger, Sidi Ferrej en compagnie de Samira Hadj Amar, et on se retrouve après. Construction du fabuleux complexe touristique de Sidi Ferrej. Un édifice qui se démarque par le pittoresque et le langage d'une architecture multiculturelle. Le port de plaisance de Sidi Ferrej est la seule marina existante en Algérie. Elle a été construite en 1974 sous la conception du grand architecte Fernand Pouillant. Et la marina, sa particularité, c'est que vous avez ici en face de vous cette tour de couleur rouge au ocre. Elle représente quelque chose vis-à-vis de l'histoire. La France est rentrée par ici. L'État algérien en 1974, en construisant ce complexe, par la représentativité de cette tour, elle représente par vue aérienne une godasse du colon français, puisque les colons français sont entrés par là. Donc c'est une perspective donnant un message de paix au monde. La marina, premier et unique port de plaisance en attendant celui des Sablettes, n'attend qu'un petit souffle pour reprendre sa place dans les standards internationaux, la place qui lui sied. La nouvelle direction installée depuis une année, après une mission d'audit, on avait trouvé que le port de plaisance, la marina d'une capacité de 450, maximum 500 places pour des bateaux de plaisance, nous sommes à pratiquement presque 800 embarcations qui sont amarrées. Donc ce surplus, il y a un travail d'assainissement qui est en train de se faire en collaboration avec les autorités locales telles que les gardes-côtes, la police de l'air et des frontières qui sont installées au port, pour étudier chaque dossier et laisser en priorité les plaisanciers s'amarrer ici. Parce qu'actuellement, il y a même des petites embarcations de pêche. Cependant, des plaisanciers sont inquiets du devenir de la marina. Coincés au port, bateaux et propriétaires semblent envasés dans une situation inextricable. Il y a une contrainte de taille actuellement, c'est que la marina de Sidi Ferrej, elle a un problème d'envasement de l'entrée principale. Ce problème est dû à des courants. Donc il y a eu une opération de dragage qui a été effectuée en 2018. Ça a coûté aux environs d'1 milliard de centimes. Ça a coûté énormément d'argent. Et actuellement, nous avons entrepris les démarches avec les autorités compétentes. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'autres intervenants.
qui sont le ministère des Transports, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement. Donc pour essayer de désengorger. Mais le problème, d'après les données techniques que nous avons, c'est un problème qui risque de se reproduire. Tant qu'il n'y a pas une solution technique adéquate apportée par les techniciens concernés. L'espoir, c'est quoi? C'est que ça soit mieux organisé, que ça soit un port accueillant pour nous, les nationaux, et pour les étrangers. Ça serait une image de l'Algérie. L'endroit est magnifique. Il pourrait être de renommée mondiale. Moi qui ai voyagé et qui ai fait tellement de ports, je peux vous dire que celui-là, il est bien placé mondialement. Il suffit un peu plus d'organisation, un peu plus de persévérance dans l'accueil. Bien entendu. Alors Samira, il faut dire que la marina d'Alger, Sidi Fradj, ça a donc toute cette valeur donc architecturale, mais aussi une valeur historique, il faut le dire. Oui, alors ce qu'on a vu, la tour rouge ocre, qui je crois abrite aujourd'hui la protection civile, et ben ce que nous dit M. Bahiri, c'est que c'est une... Pouillon l'a faite de manière à ce qu'elle ressemble à une chaussure militaire, Rangers, je crois, c'est ça, une Rangers. Voilà, et on le voit depuis le ciel quand on a une vue aérienne de Sidi Fradj, c'est ça. Pour lui, il s'agissait de transmettre un message de paix, c'est-à-dire c'est aussi l'emplacement exact, là où on voit la tour, où sont arrivés le 5 juillet 1830 les Français pour la conquête de l'Algérie. Voilà. Aujourd'hui, c'est un lieu touristique. C'est l'histoire, on ne peut pas faire autrement. Et on va dire, c'est un hommage aussi aux Algériens, c'est-à-dire qui ont réussi à arracher, parce que c'était quand même une puissance... C'est le complexe touristique le plus proche de la capitale. Aussi. Donc, le plus visité... C'est celui où il y a des légendes aussi, la légende de Sidi Fradj. Effectivement, la légende de Sidi Fradj. Un très bel endroit. Voilà. Il y a de la thalasso aussi. Aussi, bien sûr. Et ça va, la gestion de Sidi Fradj va jusqu'à Azur Plage. Donc c'est immense quand même. Il y a la thalasso, il y a le riad, il y a la marsa. C'est grand, c'est ouvert, Samira, on peut visiter? On peut visiter, oui, mais je crois que la plage n'est pas encore ouverte. Pendant juillet-août, les gens qui étaient confinés, qui arrivaient de l'étranger, étaient installés là-bas. Est-ce que, moi, au moment où je suis allée, donc jusqu'à fin août, c'était pas ouvert, c'est-à-dire on pouvait pas louer, on pouvait pas y aller. Récemment, le ministre du Tourisme a inauguré un nouveau bloc, restauré. Ils sont en train de le faire progressivement. Donc, sincèrement, je ne sais pas si c'est encore, si on peut y aller ou pas. Mais visiter, oui. À pied, je pense que c'est possible. J'ai rencontré des gens. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Samira, encore une fois, pour cette magnifique balade. Voilà, et puis un retour sur l'histoire, sur l'architecture, sur la valeur culturelle donc, de ces sites. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Rendez-vous aujourd'hui à 15h. À 15h aujourd'hui. Voilà. Je vais t'entendre aujourd'hui. Il y aura un hommage aujourd'hui à Abdelmajid Merdassi, l'historien, mais aussi homme de culture, grand amateur de musique andalouse, mais surtout le Malouf. Il a écrit, donc encyclopédie. Un dictionnaire sur la musique. Il y aura également avec nous Dalila Nedjam. Oui, l'éditrice. L'éditrice, vous savez que la filière du livre, elle est en crise. Oui. Et elle parlera parce que Abdelmajid Merdassi, durant le confinement, a écrit 3 ouvrages, dont un qui parle de son parcours, qui parle énormément de lui-même. Presque des mémoires, elle en parlera parce que c'est son éditrice actuellement. Voilà. Donc on rappelle le rendez-vous aujourd'hui de 15h à 16h, ça reste quotidien? Du dimanche au mercredi. Du dimanche au mercredi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. On vous souhaite donc bonne continuation pour votre émission. Samira, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle. Samedi.
magnifique balade. Pour les plaisanciers? Pour les plaisanciers. Cette voilà, nous avons déjà un avant-goût. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors on reste quand même avec les plaisanciers, on reste quand même avec, l'odeur de la mer, avec l'ambiance de la mer, mais cette fois-ci ce sera avec une pause musicale et ce sera aussi un hommage qui sera rendu donc à Jamal Allam, lui qui a beaucoup chanté la mer, qui a beaucoup chanté l'Algérie, qui a beaucoup chanté l'immigration aussi, Jawhara, oui, qui a beaucoup chanté l'immigration aussi. Et ce sera donc ce matin en compagnie de Kasmaïl, on va lui rendre hommage, mais aussi à Rachid Taha et Jimi Hendrix. Mais avant cela, ce sera une pause musicale en compagnie de Jamal Allam. À tout de suite. Et voilà, donc très belle chanson de Jamal Allam, lui qui revient donc sur l'émigration, et c'est un hommage donc que Kasmaïl a décidé, donc a choisi de lui rendre ce matin. Kasmaïl, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui justement, vous avez choisi de rendre hommage à Jamal Allam, mais pas que. Oui, bien d'autres, parce qu'il se trouve malheureusement qu'ils sont partis un peu tôt pour nous, parce qu'en tant que fans, ou admirateurs ou amateurs de bonne musique, ils sont morts le mois de septembre. Septembre noir, on va dire. Voilà, ils sont morts le mois de septembre, mais ils ont laissé... Un grand monsieur qui a beaucoup donné pour la musique algérienne,
en premier lieu, d'expression kabyle aussi. Mais lui, il a innové avec une dimension pop, mais avec des ingrédients ou bien des référents algériens. Et si on voit Jamal Allam, toujours il a revendiqué, il dit, je veux dire, le statut de la chanson algérienne, il dit que c'est une chanson algérienne. C'est pour le patrimoine algérien. Voilà. Donc, alors justement, on va revenir avec plus de détails. Mariam est avec nous ce matin. Mariam, bonjour. Bonjour. Ça va, Mariam? Très bien. Alors, un plateau bien vert. Oui. Bien verdâtre. Oui. Bien gras et bien verdâtre. C'est ça. Alors, bien gras, je m'explique. Hein, bien gras parce que tu as décidé finalement ce matin de partager avec nous quelques astuces donc, pour prendre en charge, pour les novices, pour les amateurs comme moi. Hein. Oui. Hein, J'ai pensé à toi. Les plantes grasses. Oui. Finalement, Mariam, j'ai la main un peu verte. Hein. Moi, qui pensais que j'avais pas la main verte, tu te rappelles quand tu es sortie avec Maïssa, notre princesse, et vous avez fait le reportage ensemble. Et j'ai eu le privilège donc d'avoir le pot. Et bien, il a bien fleuri depuis. Ah ben ça va. Il a bien fleuri. Par contre, j'attends ta visite à la maison pour le dépôt. D'accord, je viens bien parce que là, je risquerais de faire de grosses bêtises. Hein. Alors ce matin, ça va être les plantes grasses. Oui, on parlera des plantes grasses et je vous expliquerai pourquoi j'en parle aujourd'hui. Voilà. Alors? Parce que tout simplement, c'est les plantes les plus faciles à entretenir. C'est vraiment pour les gens qui démarrent. Les gens qui démarrent, les gens feignants, les gens qui oublient, qui n'ont pas trop de temps. Voilà. Donc c'est vraiment la plante idéale. Et en plus, comment dire, parce que si on achète une plante qui est un peu compliquée et si après elle dépérit et tout, on va un petit peu baisser les bras, on va se dire allez, laisse tomber. C'est découragé, ça c'est vrai. Donc il vaut mieux commencer par là. C'est pour ça que j'ai pas persévéré finalement. Voilà. Tu n'as pas choisi la bonne plante pour démarrer. Voilà. Heureusement que tu es là. Hein. Et voilà. Donc, et elles sont très belles, hein. C'est vrai qu'elles sont, et sur le plan esthétique, elles sont magnifiques. C'est très joli. Alors sur le plan esthétique, c'est très joli. Au niveau des formes, des couleurs, c'est vraiment une très très grande variété. Donc il faut savoir que les plantes grasses, on va les resituer un petit peu dans leur cadre. Ce sont des plantes qui poussent dans les régions arides, des fois désertiques. Donc c'est vraiment des plantes qui subissent des conditions climatiques très très difficiles. Et elles ont réussi à s'acclimater avec ça. Donc c'est pour ça qu'elles ont réussi, on va dire, à rentrer dans nos intérieurs. C'est pour ça que beaucoup d'amateurs les aiment, parce que non content qu'elles ont un feuillage, elles ont des feuilles un peu spéciales comparées aux autres végétaux, elles ont aussi, elles fleurissent, c'est ça qui est sympa, elles fleurissent pas souvent, mais elles fleurissent quand même. Donc aujourd'hui, alors ça c'est une composition que j'ai fait, on va dire, il y a à peu près 6 mois, donc elles étaient toutes petites, hein, c'était vraiment des petites plantes, elles ont bien poussé. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'un peu spécial que généralement on ne sait pas, on n'a pas, on va pas y penser systématiquement. Étant donné que c'est des plantes qui ont l'habitude de pousser dans des régions désertiques. D'accord. Donc très peu d'eau, beaucoup de soleil, on va dire du vent, du soleil, enfin vraiment tout ce qui est très, des plantes d'extérieur finalement. Elles peuvent être des plantes d'intérieur. D'accord. Si elles peuvent être des plantes d'intérieur, tout simplement parce que je vous ai dit, elles sont costauds, elles sont robustes. Où on les met, et elles s'adaptent à tous les environnements. Le coup, voilà. Sauf que juste un petit détail, étant donné que c'est des plantes, on va dire qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, on les mettra dans une terre très pauvre. Donc, ça veut dire sablonneuse ou alors un petit peu rocailleuse. On ne va pas les mettre directement dans du terreau, elles n'en ont pas besoin. Voilà, parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir les racines tout le temps dans l'eau. Donc, de préférence, leur mettre une terre qui sera pauvre, à base de terre. On va mettre un petit peu, vraiment un tiers de terre, du sable et un petit peu de cailloux et on les mettra à l'intérieur. Donc, pour démarrer quand même, il y a aussi un autre petit détail. Alors, quand vous avez une plante grasse qui a déjà un système racinaire. Alors, je prends par exemple l'exemple de celle-ci. Donc, je l'ai plantée il y a quelques temps. On peut le voir, elle a toutes ses racines. Oui. Donc, ce qu'on fera, c'est que celle-là, on la mettra directement. Je peux? Oui. Voilà, pour mieux montrer donc les racines. Bon, je nettoierai après. Hein. C'est pas grave, c'est que de la terre. C'est pas sale. Voilà. Donc, elle a eu le temps de faire ses racines. Donc, ce qu'on va faire, on va la mettre, elle, directement dans une terre. Voilà le genre de terre où on va la mettre parce qu'elle est déjà prête à continuer. Alors c'est ce que tu appelles, Mariam, une terre... On va dire une terre pauvre. Une terre pauvre, voilà. Elle a déjà son système racinaire, elle est prête à continuer, donc on la met directement là. Par contre, Nour, si vous allez prendre, par exemple, une plante comme ça, alors elle, on va dire que c'est un pied-mère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite branche. Juste, on va demander au caméraman de nous faire un gros plan pour voir un petit peu, parce que là, c'est quand même un détail très important de prendre des plans. Alors, comme je vous ai dit, donc le pied-mère, alors ça c'est une calanchoé, ça c'est 2 variétés de plantes grasses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper
directement, franchement avec un ciseau, c'est pas la peine d'avoir un sécateur parce que elles ont les feuilles très molles, elles sont pas, c'est pas dur, hein, c'est pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'elle par contre, étant donné qu'elle n'a pas encore de racines, on vient de la détacher du pied mère, elle aura besoin de faire son système racinaire. Elle pourra pas pousser, continuer à grandir et en même temps faire ses racines. Donc ce qu'on va faire, on va directement plutôt les mettre dans du terreau. Pour commencer le début de leur vie, on les mettra dans du terreau qui est une terre riche et il y aura une certaine humidité qui facilitera l'apparition des racines. Une fois que le système racinaire sera fait, là après on la remettra dans sa terre d'origine. Ça prendra combien de temps donc, alors pour le système racinaire, on va dire à peu près 3 semaines. Surtout si les conditions sont bonnes, si elle est à l'extérieur, il y a du soleil, on arrosera quand même assez souvent pour commencer et par la suite non, on n'arrosera pas. Une fois qu'il y a le système racinaire, on peut arroser une fois par semaine, ça sera vraiment largement suffisant. Donc au départ, pour commencer, on mettra dans le terreau et pour finir, on mettra dans une terre, une fois qu'on va rempoter, mettre dans un autre pot, on le mettra carrément dans une terre beaucoup plus juste attention à ne pas arracher probablement. Voilà, ne pas... exactement. Donc ce qu'il faut faire, c'est arroser un petit peu, ensuite tirer délicatement là. De toute façon, ça vient assez facilement. Comme on peut le voir, celle-ci aussi, on va dire que ça fait un peu plus longtemps. Elle, ça va faire à peu près, allez, on va dire 2 mois que j'ai fait le... Voilà, donc le système racinaire est fait. Elle a eu le temps de tout faire. Elle, on la mettra directement, voilà, on la mettra directement dans une terre ordinaire. D'accord. Voilà. Donc on voit un petit peu les feuilles là qui commencent qui ont fané. Alors ça c'est les premières. Ça se reprend. Ça se reprend très facilement. Alors ce qu'on fera, étant donné qu'on va faire une jolie composition, donc on va essayer quand même de mettre de jolies plantes. C'est qu'on pourra couper franchement. Donc les premières, celles qui ont souffert un petit peu du démarrage de la plante. Donc quand elle a fait son système racinaire, c'est un peu compliqué. Je vais juste te demander de le faire en mon premier cours. Allez, voilà. Moi qui prétends ne pas avoir une main verte, donc tout à fait en bas, je vais comme ça en bas. Au ras de la feuille. C'est ça. Alors regarde, pendant ce temps-là, moi je vais commencer la petite composition. Ouais. Donc on a dit que quand on coupe franchement. Voilà. Ça va, c'est bien fait? C'est parfait. C'est parfait. Et ensuite? Voilà. Et ensuite, on la mettra à côté. Et ça, on ne jette pas, ça peut aussi servir de compost après. Ça peut servir de compost et ça peut reprendre. C'est ça l'avantage des plantes grasses. Aussi. Exactement. On n'aura qu'à remettre une feuille, ça ne marche pas avec toutes les plantes. Je dis bien les plantes grasses. Donc la feuille, on la met en terre et on aura une nouvelle plante. Une nouvelle plante, voilà. D'accord. Voilà. Donc, je fais un petit trou comme ça. Exactement. Voilà. Et tiens, tu pourras t'aider avec la cuillère. Avec la cuillère. Puis je mets comme ça. Bon. Oui. Et après, il faut bien enterrer les racines, arroser et ensuite ne pas oublier de tasser la terre. Alors, est-ce que Kasmaïl aurait la main verte, lui? Non. Non, pas vraiment. Non, ça va, ça m'encourage, je suis pas la seule. J'oublie des fois. Bon, ça va quand même pour mon premier cours. Ouais, super. Tu m'évalues comment, Mariam? Écoute, je te donne 8 sur 10. 8 sur 10. C'est un bon début. Hein. La menthe, c'est vrai que vous aimez la menthe, Kasmaïl? La menthe, oui. Mais à l'armée, on a planté des arbres. J'ai fait 2 ans de l'armée. Oui. C'était à l'époque du barrage vert, parce que c'était les jeunes du service national qui avaient... C'était des packs comme ça avec une plante et c'était toute une journée. C'est des centaines de... presque des milliers d'arbres. Oui, c'est une... Comment dire, c'était un régime. Alors, on a une très belle composition, regarde Mariam là, de plantes grasses. C'est magnifique. Voilà. Alors ça c'est très facile, hein, c'est vraiment très facile à faire et en même temps, au bout d'un moment, on peut récupérer. Donc une fois qu'elle a grandi, on peut vraiment multiplier, en avoir un peu on va dire beaucoup plus. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut les mettre un peu partout dans la maison. Donc dans un salon, dans une cuisine, c'est l'avantage. Dans la salle de bain aussi. Même si l'endroit n'est pas très lumineux, on peut les mettre quand même. Et ce sera des plantes qui pourront se développer très facilement. Alors, on rappelle qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, donc juste... Pas besoin d'eau, exactement. Voilà. Alors Mariam, donc là, tu vas commencer à faire la composition. Oui, je continue la composition. Très bien, donc on te laisse continuer la composition, on te suit et entre-temps, donc on va revenir un petit peu à l'hommage que Kasmaïl a choisi de faire ce matin. Donc on vous suit, hein, pendant qu'on va faire l'hommage et donc parler un petit peu des artistes qui nous ont quittés. Voilà, Mariam va nous faire la composition. Voilà, alors Kasmaïl, ce matin, vous avez décidé, donc vous avez choisi de rendre hommage à 3 grandes figures de la musique, non seulement algérienne, mais universelle aussi.
qui ont marqué aussi notre jeunesse. Et comme vous l'avez dit si bien, ils nous ont quittés très tôt. Très tôt, oui. Là, on revient à notre ami Rachid Taha, le regretté. Donc, lui, il a aussi, c'est comme Jamel. Ils ont beaucoup donné pour la musique algérienne. Vous vous rendez compte, hormis ce qu'il chantait avec Carte de séjour, de souffrance, mais il a choisi une chanson chabi, pareil, pas pop, oui. Mais pour être, je veux dire, pour la vulgariser et la répandre dans le monde. C'est devenu un tube mondial phénoménal, c'est Ya Rayah. Dans toutes les discothèques du monde, parce qu'à l'époque, comment le buzz a opéré, c'est que Ya Rayah, c'est pas vraiment les ventes. C'est les discothèques, les clubbers. Donc ça a donné pas partout. Voilà, nous avons quand même un fond musical là. Voilà. Et après, tout ce qu'il touchait devenait or. Il est connu pour ses versions. C'est-à-dire, il ne prend pas une version bête. Parce que si on prend une version, je veux dire, on reprend une chanson. Il faut qu'elle soit meilleure. Oui. C'est trop facile de reprendre une chanson comme ça plate. Mais lui, il a donné je veux dire, un bon son, il a modernisé. Mais il a maintenant, tout le monde connaît Dakhla El-Harachi grâce à lui. Oui. C'est bien. Mais il a repris aussi une chanson célèbre des Clash, c'est un groupe punk, qui s'appelle Rock the Casbah. Donc lui, il a vraiment algérianisé. C'est du pop, mais il s'est lâché. Et ça a donné un bon truc. Rachid Taha, c'est un très bon ambassadeur. Et justement, Rock the Casbah, on va écouter un petit extrait? Oui, avec plaisir. Et voilà, c'était donc un extrait. Voilà. C'est vrai, oui. Tout le monde en France, le plus grand rocker, c'est Johnny Hallyday. Je regrette mon frère. J'adore, oui. Mais que jouait plus haut que ça. Oui. Mais c'est bon, c'est connu. Avec tout le respect. Voilà. Oui. Et un autre. On va dire, comment dirais-je. Alors, on va changer de style, carrément. C'est le style, mais on va monter d'un cran. Oui. C'est la musique psychédélique. Je le donne. Ça, c'est un vinyle. Et puis, quel support qui vient Quel support c'est le support qui m'a. Oui, bien sûr. C'est le premier album de Jimi Hendrix. On va parler de Jimi Hendrix avec le groupe Experience. Ça existe toujours, les 33 tours? Oui, il y a un revival, comme on dit, de partout, de vinyle. Oui. Et ça, ce vinyle, j'adore Jimi Hendrix. C'est un vinyle qui vient des États-Unis. C'est une version américaine. C'est reproduite de San Francisco. J'ai une autre version qui vient de France. Qui est un cadeau de notre ami Yazid. D'accord. Parce qu'il sait bien Yazid, lui, un grand mélomane, il faut le dire. Hein. Ouais, voilà. Donc, Jimi Hendrix, il a changé la face de la musique du monde, du XXe siècle. Ce qui veut dire, le parallèle qu'on peut faire, c'est un Mozart en son genre. Et ce qui est bien chez Jimi, c'est que c'est un autodidacte. Il ne lit pas la musique. D'accord. Il ne connaît pas la musique, oui. Il ne lit pas. D'accord, il ne pas les partitions. Non, il n'a jamais fait d'études. Mais c'est un génie, il joue. Son secret, c'est quoi? Il joue deux choses en même temps. Il joue lead guitar, je veux dire guitariste, et un autre guitariste en même temps, qui devrait être physiquement lui, c'est rythmique. D'accord. Oui, c'est un orchestre. Mais c'est des génies qu'on ne peut rien faire. Alors on va écouter un extrait. Hey Joe. Ouais, on y va. Véritable virtuose, hein, Kasma, il faut le dire, guitare comme ça sur les épaules. Il joue avec les dents aussi, et tout ça. Et comment dire, je fracasse, je veux dire, son instrument, sa guitare, et des fois, il la crame et il l'incendie. Mais pour faire, c'est du show. Mais si on peut résumer Jimi Hendrix, c'est pas ça. C'est ce qu'il a trouvé. C'est un grand bluesman. Tout le monde oublie. Vous vous rendez compte d'un grand bluesman. Et B.B. King l'adore. Et il y a tellement d'anecdotes sur lui. Par exemple, une anecdote qui est très très célèbre. Les Beatles ont sorti en 1967 leur fameux double album concept. C'est la première fois on voit un chef-d'œuvre. Ça s'appelle Sgt. Pepper. Il est sorti le vendredi. Et samedi, il y avait un concert avec tout le Gotha de London. Tous les grands guitaristes londoniens, c'est les meilleurs, y compris Eric Clapton. Et il a ouvert son show avec une reprise de Sgt. Pepper. D'accord. Mais pas la reprise des Beatles,
Les reprises psychédéliques interstellaires. Il a donné une autre dimension. Oui, parce qu'il faut voir, quand on écoute le vinyle, c'est une chose, ou bien une cassette. Mais imaginez, lui, c'est comme un réacteur qui démarre. Vous vous rendez compte? C'est un réacteur, parce que le son, il a augmenté le son, le mur du son. Donc il était éballé. Après, et comme il était insolent, il s'est arrêté, il a dit est-ce que Eric Clapton est parmi la foule? Et il a dit l'autre s'est caché parce que c'est la honte, c'est fini, il y a plus de, c'est fini, plus de Eric Clapton. Il s'est caché, il a dit tu peux jouer pour moi? C'est l'insolence de génie, voilà. Mais c'est des bons amis. Quand il est mort, Eric Clapton, je veux dire, la veille de sa mort, de sa disparition, il était dans un pub parce qu'on ne savait pas qu'il allait mourir. Il vivait, il était dans un pub, il discutait avec les gens. Et l'autre, il a reçu je veux dire, Eric Clapton a reçu un cadeau de Sly, un Family Stone, qui donnait, c'est un grand groupe de funk, qui donnait un concert à London. Nous sommes en 70. Alors, il avait une guitare de gaucher, parce qu'il est gaucher, n'oubliez pas. Donc, c'est-à-dire le manche, il est changé. C'est pour ça qu'il donne un autre son bizarre de sa guitare. Donc il a dit, moi je vais la donner, je suis droitier, pourquoi je vais la garder? J'ai un ami qui s'appelle Jimi Hendrix, je vais lui donner. Mais comme c'est la fête, tout ça, il a dit, je vais remettre ça plus tard. Et il est mort. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai gardé cette guitare pour moi pour toute la vie. C'est-à-dire maintenant, mais c'était choqué, c'est un marqueur pour Eric Clapton. Quand quelqu'un qui est un virtuose, ça nous motive à faire mieux. Mais il est parti. Il n'y a plus de goût. C'est fini. Il y a Messi qui part. Nous sommes déçus parce que, ou bien pelés. Mario, il a beaucoup donné. Et il y a aussi beaucoup d'anecdotes. Je ne fais pas long. Allez-y. L'anecdote avec les groupes Les Who, ils jouaient à Monterrey, à San Francisco. Et à un moment, parce que les Who fracassaient aussi leur instrument, pétanche, de guitariste. Et au moment du passage, ils étaient la même soirée, les Who ont demandé à passer en premier, parce qu'ils vont casser les premiers, les guitares. Parce que alors lui s'est énervé, il a dit pourquoi vous faites ça? Alors il a dit on va jouer à pile ou face. Ils ont gagné, ils ont joué après. Mais quand ils ont voulu entrer en scène, il leur a dit que vous passez en premier ou en dernier, je vais vous tuer. C'est vrai. Il est passé après eux. Il a démoli tout. C'est virtuose. Ils ne peuvent plus faire mieux. C'est une légende musicale, il n'y a rien à dire là-dessus. Effectivement, c'est une légende musicale. Alors, Kasmaïl, ce matin, donc, nous avons parlé donc, de Rachid Taha, nous avons parlé de Jimi Hendrix, nous avons parlé très rapidement de Jamal Alam. Donc, on revient peut-être à Jamal Alam, où nous avons dit que sa musique, donc, c'est pas seulement de la musique, mais c'est aussi un patrimoine culturel. Vous savez, je retiens de lui, une fois qu'il était passé à la télévision, il y a très loin de ça, je vous dirais vraiment, j'étais jeune, où il avait fait sortir un album de Jawhara, d'ailleurs, le coffret. Il avait dit que ce coffret sera vendu dans les librairies, non pas donc dans les disquaires, dans les librairies, parce qu'il considère que c'est un produit culturel et non pas donc un produit seulement comme ça de divertissement. Moi je trouve que ce qu'il avait fait, c'est surtout le coffret, le concept, l'idée qu'il a eue, mais aussi derrière, il y avait Safi Boutella. Parce qu'il faut voir Jawhara et tout ça qui ressemble un peu à la bande originale du film Ça le cousin. Mais le génial Safi Boutella a bien emballé cet album, mais il a bien senti, je veux dire le beat ou bien l'aura de ce grand homme, et ils ont travaillé ensemble, c'est un chef-d'œuvre. Jawhara, c'est à réécouter. Jawhara, c'est une belle œuvre, Sha'bi, on a envie de pleurer parce qu'elle est nostalgique. Ça nous rappelle l'Anqa, ça nous rappelle le mariage sur les toits, ça nous rappelle le Hayek, bien que je sois de notre temps, mais c'est familial, c'est ça, quand une chanson touche un grand, je dirais une plus grande personne ou un jeune, Jamal Alam, je pense qu'il mériterait beaucoup plus par rapport à son legs. Il faut écrire, je ne sais pas moi, sa biographie, il faut faire des recherches, il faut vulgariser. Bon, il est parti, mais il a laissé quelque chose. Je ne sais pas moi, c'est quelqu'un qui le connaît très bien, il peut faire un documentaire excellent sur sa vie, sur ce qu'il a donné. Safi Boutella, il est là, il peut aider. Ils sont là, parce que le temps passe.
On a besoin de ça. Madonna elle a des milliers de biographies, c'est pas une seule biographie. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Voilà. Et justement, là, on vous propose d'écouter un extrait encore donc, de Jamal Allem. On écoute un extrait? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Voilà, donc c'était un très bel extrait. Alors il faut dire que Jamal Allem, donc il a beaucoup chanté l'Algérie, il a beaucoup chanté l'immigration aussi. L'immigration, je veux dire même comment dirais-je, la tradition. Je veux dire La Fontaine. En plus, il a valorisé aussi la ville de Béjaïa. C'est un grand monsieur, mais il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont écouté ce qu'il avait fait dans les années 77-78, il a opéré une imitation, mais c'était vraiment de la pop. Alors, on a une très belle photo de Jamal Allem, voilà, qui porte la rose, la Saleh. Nous sommes fiers de cette Algérie diverse. Ce qui fait, un gars qui fait du chabi, tout ça, on n'en parle pas. Je vous ai dit, chaque fois, c'est le grief que je fais. Jusqu'à maintenant, il n'a pas eu son œuvre majeure, je veux dire, son film, je veux dire, documentaire sur. Jusqu'à quand? Un autre pays va dire c'est moi, Chabi, nous appartient. C'est pas possible. Ou bien l'oreille. Voilà, effectivement, il faut dire que les écrits, quand même, c'est une façon de défendre son patrimoine, de le préserver aussi. Oui, c'est l'essence même, on parle de terroir. Là, le terroir, il est riche, il a été arrosé par nos ancêtres, dans tout ce qu'on va à l'est, à l'ouest, le Djermouni, si vous voulez. Mais l'Aqa mérite. Marza mérite. Le Grouabi mérite. On n'en parle pas des autres, comme Boutedja Belkacem, les pionniers du rail. C'est des gens qu'on a oubliés. Mais c'est là que l'identité, sans être chauvin, je veux dire, on tient notre. Mais les divers, elle n'est pas tribale. C'est ça qui fait la force d'un pays. Effectivement, c'est toute cette diversité qu'on doit finalement préserver. La meilleure façon de préserver, c'est d'écrire, d'immortaliser les moments. De vulgariser. Oui, bien sûr, c'est pour passer le témoin aux nouvelles générations et tout ça, même avec des moyens, je veux dire, technologiques actuels. Voilà. Mais il faut bien laisser une trace. La matière brute, elle est là. Donc, Jamal Allem, oui, mériterait, parce qu'il est passé à la télévision, il a fait de la radio. C'était un bon ami de la télévision, il faut le dire. Il a été médiatisé quand même, Jamal Allem. Oui, mais lui, je crois qu'il a travaillé à la radio, je pense. Je pense Yazid, en France, tu es là. En France, je pense à la radio. Yazid, tu es là. Est-ce que tu pourras nous dire? Je pense que oui. Oui, mais pour moi, c'est un intellectuel. C'est pas n'importe qui. C'est des gens qui, quand on part, c'est des livres ouverts, on apprend d'eux. C'est comme ça fait Boutella. Ça fait Boutella, on reste des heures et des heures à l'écouter. Qu'est-ce que tu veux placer quel mot? Tu écoutes, tu apprends, et voilà. Et après, il y a le feedback. Et ces gens qui sont là, ces gens-là méritent. Il faut profiter aussi de leur vivant, parce que quand ils sont là, ils donnent des témoignages réels, finalement. Le meilleur album de tous les temps en Algérie, c'est Kouché. Et personne ne bouge. Le cinéaste est là. Si devrait travailler sur le 10 ou 15. Une fois, j'ai vu un film sur Arte.
où il y avait 15 grands cinéastes américains, y compris Martin Scorsese, Clint Eastwood. Et chacun avait 5 ou 6 minutes pour parler du blues. D'accord. Et toi, tu prends ta caméra, tu vas dire, voilà, moi je veux que représente pour toi le shabi, que représente pour toi le rail. Il fait à sa manière. Et ils ont fait un super film. Et vous vous rendez compte, c'est 10 meilleurs, les meilleurs, la sève, la crème de la crème des États-Unis, de Hollywood, s'est penché sur un patrimoine, sur le blues du Delta. Voilà. Voilà, alors on reste toujours avec la culture, mais une autre facette de la culture cette fois-ci, c'est le théâtre. Et ce sera donc en compagnie de Farid Zarzour, lui qui est à Paris. Farid, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Allô, allô. Bonjour Farid. Vous nous entendez? Voilà, il est là Farid. Bonjour Farid. Il y a peut-être un problème de son. Est-ce que Farid nous entend? Les écouteurs. Oui. On a perdu l'appel peut-être. On a perdu l'appel. Alors on rappelle que Farid Zarzour, lui, il est metteur en scène, il est réalisateur et donc de théâtre et justement donc avec la reprise des activités culturelles en France. Alors prochainement donc il va donner le spectacle, la pièce théâtrale. Donc on en parle. Je sais pas si on peut reprendre contact avec Farid. Mais en attendant, Mariam, on est où avec la composition? Bah, j'ai fini. Ah bah, très voilà, joli. je suis arrivée à la fin. Voilà, Nour. Ah bah c'est Bonjour, bonjour. très joli. Bonjour, il est là Farid. Bonjour Farid. Vous nous entendez Farid? Un problème de communication peut-être? Alors il est là avec nous Farid? On l'a perdu Farid. On l'a perdu. Ben, en attendant, donc voici la composition donc de Plantes Grasses que Mariam a faite ce matin sur le plateau. Donc magnifique. Donc, finalement, on a besoin de peu de choses, hein, juste. Mais bon, il faut dire quand même que le pot est bien soigné, et bien choisi, j'ai envie de dire. Très joli. C'est en céramique? C'est en céramique. C'est en céramique. Donc ça donne encore plus de poids, ça donne plus de cachet. Voilà. C'est vraiment ça sera des pièces de décoration à la maison. C'est ce que j'allais dire, Mariam. Donc finalement, elles sont tellement exceptionnelles ces plantes qu'on a l'impression, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ce sont des plantes artificielles. Exactement. Tellement qu'elles elles se portent bien, elles sont jolies. Et puis... C'est le côté brillant de la feuille, c'est le côté aussi un peu épais. Rigide. Il y a la forme, le graphisme aussi qui est très joli, qui joue en leur faveur. D'où maintenant, c'est vraiment les plantes, on va dire, c'est des plantes incontournables dans toutes les compositions, que ce soit d'intérieur ou d'extérieur. C'est vraiment des plantes qui se sont très très bien exportées partout. Franchement, Mariam, ça me tente beaucoup parce que ça ne demande pas finalement beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et puis pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas aussi. Donc ce sera un très bon début finalement pour se réconcilier déjà avec la nature, avec le jardinage. Et voilà. Donc finalement, ça va grandir un peu plus. On sera dans l'obligation après de dépoter, c'est ça? D'à peu près, on va dire, allez, on va lui laisser un an. Un an, quand même. Oui, on va laisser, il va se remplir, il va être un peu plus charnu, on va dire. Et à partir de là, quand on verra que les racines, parce qu'à un moment, on verra bien les racines qui vont commencer à s'échapper de dessous du pot, et même aussi, on sentira qu'elles seront à l'étroit. À partir de là, on va dépoter et on refera encore une autre composition. On en fera 2 ou 8 ans. Voilà. D'accord. Mariam, juste une question peut-être un petit peu pratique pour les novices comme moi. Au moment de dépoter, alors est-ce qu'on le fait dans des saisons bien particulières ou on peut le faire à n'importe quel moment de l'année? Et étant donné que ce sont des plantes grasses, on peut le faire toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Donc on ne risquera pas de les perdre. Il n'y a pas de conditions précises parce que d'autres plantes demandent par exemple qu'elles soient rempotées au printemps. Il ne faut pas mettre à l'air les racines et tout. En ce qui concerne les plantes grasses, c'est absolument, on va dire, facile. Quand on a envie de dépoter, on dépote, on rempote, on peut repiquer toute l'année. Faire des boutures aussi toute l'année, c'est vraiment, c'est vraiment une plante qu'on peut, allez, on va dire qu'on peut mener comme on veut. D'accord. Pour celle-ci, Mariam, c'est de l'aloe vera, c'est de la famille? C'est de la famille des aloés. Oui, c'est de la famille des aloés, qui est une très très grande famille, donc il y a vraiment une panoplie de sous-variétés, on va dire. Et en ce qui concerne les autres, ce sont des plantes grasses, comme je vous l'ai dit. Donc grasse, on a toujours un petit peu l'impression, quand on dit grasse, on a l'impression qu'il y a peut-être de la matière grasse, mais en fait non, c'est une espèce de sucre que contient la feuille, et c'est ça qui retient l'eau, même quand les températures dépassent 50 degrés, elles réussissent à garder l'eau à l'intérieur de leurs feuilles et de pouvoir subsister. Alors
ces plantes, je les aime bien parce que ça me rappelle un petit peu quand j'étais petite, ce qu'on faisait, on récupérait un petit peu les feuilles, on les cassait en deux pour récupérer l'eau qu'il y a. Alors, il y en a même, pour ce qui est de l'aloe vera particulièrement, d'ailleurs, j'avais même moi-même essayé, ça a très bien marché, contre les verrues. Finalement, donc on a juste besoin de frotter comme ça avec les plantes grasses et au bout d'un moment ça disparaît. Voilà, merci beaucoup pour ce magnifique partage merci à vous. Musical verdâtre. Voilà, on va tous s'y mettre parce que finalement c'est très facile et puis c'est très joli. C'est très joli. Voilà. Donc merci beaucoup Mariam pour ce cours très pédagogique de prise en charge ça donnera envie aux autres. Certainement. Merci beaucoup Mariam Kasmaïn. Merci beaucoup pour ce très beau partage, pour ce bel hommage que vous avez choisi donc de rendre ce matin à Jamal Allam, Rachid Taha et Jimmy Andris. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable semaine. Vous retrouverez Iman Mahrougaras demain, Inch'Allah, à partir de 8h30. À très bientôt.